Egunci Béhanzin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu à Moscou pour participer au Forum international Russie-Afrique. Qu'est-ce qu'il en suit et quelles sont vos impressions ? Mes impressions, je suis vraiment épaté par l'organisation de l'université d'Emguimo à l'événement, de voir surtout l'âge des organisateurs et de voir comment ils sont déjà engagés, mais surtout les thèmes. Le débat était très enrichissant et j'ai beaucoup apprécié. Vous avez à cette occasion tenu un discours dans lequel vous avez décrit la jeunesse africaine comme un catalyseur d'émancipation et de changement face au néocolonialisme de la France et de ses alliés. Quelles sont les prochaines étapes de la lutte et comment votre mouvement peut apporter sa contribution ? Les prochaines étapes de la lutte sont nombreuses. Tout d'abord, là, nous sommes engagés dans une sensibilisation parce que nous sommes en train d'exiger la même chose de l'occupant américain et de ses bases militaires. Nous sommes en train de demander à notre peuple de chasser l'occupation américaine des terres africaines parce que nous sommes aujourd'hui engagés dans une lutte d'autodétermination et de libération totale. C'est une lutte souveraine, c'est une lutte de survie et on ne peut plus faire marche arrière. Donc avec ça, vous savez, il faut reconstruire parce qu'il y a eu du néocolonialisme sur le continent africain, dans ces pays aujourd'hui. Et une fois que le départ des Américains acté qui commence au Niger, nous avons aussi déposé une lettre à l'ambassade américaine au Burkina Faso. Donc l'objectif principal est vraiment de nettoyer les terres africaines de tous ces cafards occupants sur nos terres avec leurs multinationales et si possible même couper les relations diplomatiques avec eux et reconstruire un peu notre peuple et ensuite voir ce qui va se passer. Et pour notre organisation, bien sûr que notre organisation apporte déjà beaucoup dans la sensibilisation, les mobilisations, l'alerte, l'organisation que nous mettons en place, le fait d'inciter les populations africaines à se lever, à ne plus avoir peur, avoir confiance en soi. Donc je peux dire qu'on fait déjà beaucoup et on espère faire encore plus, mais vous savez, avec tout ça, il faut toujours les moyens. Hein. Sans les moyens, la lutte, ce n'est pas vraiment facile. Alors vous avez parlé du départ des soldats américains. Justement, il y a des négociations qui sont en cours au Niger. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais on va revenir sur la France, puisqu'on a appris au Gabon que le dialogue national a recommandé de fermer la base militaire française Camp de Gaulle à Libreville. Pourquoi, selon vous, les autorités gabonaises ont formulé cette recommandation ? Tout d'abord, il était temps de formuler cette demande, mais je pense que les autorités gabonaises ont formulé cette demande parce que aujourd'hui, vous savez, il y a une peur auprès des dirigeants africains. Tout ce qui est associé à la politique, au gouvernement français, parce que là, on ne parle pas du peuple, on parle du gouvernement, de l'élite, de l'armée française. Ce n'est pas une bonne chose pour ces autorités. Donc, certains, dans le populisme, comme au Gabon, pour montrer que voilà qu'ils veulent couper les ponts avec l'ancien colonisateur, maintenant va savoir si réellement c'est l'objectif ou si c'est juste pour passer un coup de peinture à la surface. Donc, demande et formule cette demande aux autorités françaises. Donc, ça démontre aussi qu'avec le panafricanisme, aujourd'hui se vend cette révolution panafricaine qui balaye tout en ce moment sur le continent, mais une peur énorme chez certains dirigeants qui sont en train d'anticiper auprès de leur peuple pour se, libérer un peu de la pression de l'occupation et du néocolonialisme de la France à travers ses bases militaires. Et donc, en Afrique, comme on en a parlé tout à l'heure, la France n'est pas le seul pays qui s'est vu montrer la porte. Les autorités nigériennes ont entamé des discussions avec les États-Unis afin de définir les modalités de départ des soldats américains de ce pays du Sahel. Le Pentagone a annoncé le 25 avril dernier qu'il va retirer une partie de ses forces d'opération spéciale au Tchad. Selon vous, pourquoi les Américains sont poussés vers la sortie en Afrique ?
Les Américains sont poussés vers la sortie en Afrique parce que tout le monde a compris que les Américains sont une puissance plus dangereuse que la France. Et donc aujourd'hui, avec la politique impérialiste de plus en plus agressive des États-Unis à l'égard de ces pays africains, parce que les États-Unis veulent empêcher les gouvernements africains d'avoir des relations, que ce soit avec la Russie, l'Iran, Cuba, Venezuela, la Corée du Nord, etc. Je pense que nous sommes arrivés à un point où ces États ne supportent plus la pression, les intimidations et les menaces de la part des États-Unis. Mais surtout, de mon point de vue, ce que je constate, je pense que l'opération spéciale en Ukraine et la position aujourd'hui de la Russie vis-à-vis des États-Unis, de l'OTAN, de l'Europe, ont donné la confiance aux dirigeants africains. Jusqu'à présent, on pensait que les États-Unis sont une puissance qui faisait peur, et on découvre que finalement, ce sont des gens qui sont forts face aux faibles, et face aux forts, ils sont faibles. Donc ça ne peut que motiver ces dirigeants aussi de dire: on a vu la bérésina que vous subissez avec la Russie, alors il est peut-être temps aussi de saisir l'occasion et de les pousser à la sortie. On va prendre maintenant la direction du Sénégal. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, lui, il est déjà au travail. Il a appelé à une réévaluation des relations avec l'Union européenne alors qu'il recevait à Dakar le président du Conseil européen, Charles Michel. Est-ce que l'on peut parler d'une nouvelle page dans les relations internationales du Sénégal et notamment avec l'Europe ? Pour le moment, je préfère utiliser la prudence. Parce qu'il vient à peine de prendre le pouvoir. Nous les saluons au passage. Nous saluons Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Mais là, on ne peut pas juger avec ce qui se passe là, le fait de recevoir le dirigeant européen Charles Michel. Mais je dirais que, encore une fois, on voit que les Européens tentent de sécuriser les intérêts de l'Europe au Sénégal. Parce que là, on dépêche Charles Michel auprès Diomaye Faye, alors que quand Macky Sall était au pouvoir, ce sont les mêmes qui soutenaient Macky Sall et ses crimes contre l'humanité au Sénégal lors des manifestations. Ils n'ont pas soutenu Ousmane Sonko, mais là, maintenant que Pastef est au pouvoir, ils viennent comme des rapaces pour essayer de faire courbette auprès du président Diomaye Faye. Donc nous disons au nouveau gouvernement sénégalais de faire très attention vis-à-vis de ces personnes, parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de valeurs, qui n'ont pas de principes et qui veulent, coopiner avec toute personne qui permettra à ce que les intérêts de l'Europe soient préservés sur le sol sénégalais. On va rappeler que dans son programme électoral, le nouveau chef d'État sénégalais avait prôné en faveur de l'abandon du franc CFA. Selon lui, il n'y a pas de véritable souveraineté s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Pensez-vous qu'il parviendra à mettre en œuvre ce projet et surtout par quels moyens ? Nous espérons vraiment qu'il parviendra à mettre en place ses propos, ses promesses tenues pendant les campagnes présidentielles, parce qu'aujourd'hui, la question du franc CFA, la question monétaire est vitale, parce que c'est la souveraineté du Sénégal. On ne peut pas être souverain si sa monnaie est contrôlée par une autre puissance, fabriquée par un autre pays. Donc, nous disons aux autorités sénégalaises de prendre leur courage, de franchir le pas, de ne pas écouter les intimidations ou les menaces qui peuvent arriver de gauche à droite sur le fait que si le Sénégal décide de sortir du franc CFA et battre sa propre monnaie, une monnaie, il y aura des problèmes. Non, il n'y aura pas de problème, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'histoire où seules les personnes qui tiennent tête, qui prennent des décisions souveraines, resteront dans l'histoire. Et ceux qui vont servir l'impérialisme finiront dans les poubelles de l'histoire. Donc, sur la question monétaire, nous disons
au président sénégalais de consulter les autres dirigeants de l'AES, du Mali, du Burkina, du Niger. Peut-être ensemble, il y a quelque chose à faire à ce niveau. Pourquoi pas voir le Sénégal rentrer dans l'AES et mettre en place une monnaie commune ou si le Sénégal n'est pas encore disposé à mettre une monnaie commune, elle peut toutefois mettre en place une monnaie nationale déjà pour sortir dans un premier temps du franc CFA. Et pour le faire, les ressources sont là, que ce soit au niveau les richesses naturelles, minières ou même en ressources humaines. Le Sénégal dispose de tout ce qu'il faut pour sortir du franc CFA. Il faut maintenant peut-être convoquer les économistes, les experts dans ce domaine, leur demander comment le Sénégal peut sortir et quelles solutions alternatives le Sénégal peut mettre en place. Et je pense que au bout de quelques semaines, quelques mois, le Sénégal peut lancer une monnaie et quitter le franc CFA. On l'a vu récemment avec le Zimbabwe qui vient de lancer une monnaie en or. Donc oui, nous pouvons le faire aussi en Afrique de l'Ouest. Les autorités du Burkina Faso ont annoncé la suspension de la diffusion de BBC Africa et de Voice America pour 2 semaines. Selon vous, quel rôle les médias occidentaux jouent-ils dans la perpétuation du néocolonialisme en Afrique ? Et quels sont les moyens pour les pays africains de parvenir à la souveraineté en matière d'information ? Ces médias sont les relais directs de la propagande mensongère des impérialistes dans nos pays. Les médias que vous venez de citer, Vox Africa, BBC, etc., la ligne éditoriale de ces médias, souvent, c'est pour humilier nos pays, nos dirigeants et intimider. Et c'est là où nous disons que les gens qui travaillent au sein de ces médias ne sont pas des journalistes, ce sont des agents de l'oppression impérialiste, parce que ces médias s'assurent de propager le narratif officiel du gouvernement mondialiste, de l'OTAN, des États-Unis, de l'Europe, parce que quand vous regardez bien, ce sont des médias qui sont financés directement, soit par des organisations américaines ou du département d'État américain ou par l'AFD, la France, etc. Donc, ils ne font que suivre les consignes que leur donnent leurs patrons qui sont à la tête de ces médias. Et pour, remédier à cela, nous l'avons déjà dit avec notre organisation aux autorités maliennes, il ne suffit pas seulement de suspendre pour 2 semaines, pour 1 mois ou définitivement. Quand on suspend, il faut proposer d'autres solutions alternatives. Alors, vous suspendez, par exemple, BBC et Vox Africa au Burkina. Qu'est-ce que vous proposez en échange? Parce qu'il faut quand même que l'information puisse continuer et avoir une information de qualité. C'est là où nous disons que nos États peuvent... Vox Africa, c'est quoi? Les moyens. Le Burkina dispose de moyens pour engager une information de qualité, que ce soit avec RTB, déjà, ou... mettre en place des médias qui sont capables de diffuser de l'information potable de qualité 24 heures sur 24 pour alimenter ce qui se passe dans le pays. Donc quand on laisse ce combat sur l'information, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une guerre hybride aussi et cognitive, où l'information joue un rôle crucial aujourd'hui. Mais je suis un peu désolé de le constater que les États africains sont en retard en matière d'information, de guerre informationnelle, et que toujours on va chercher l'information dans les médias occidentaux. Mais je tiens quand même à le dire que maintenant, de plus en plus d'Africains, et d'ailleurs ils sont très nombreux maintenant à ne plus faire confiance en ces médias que vous avez cités, et se tournent vers les médias comme Sputnik, TASS, etc., des médias qui proposent des contenus sans, chercher à s'en prendre aux dirigeants ou aux populations, à les humilier. Donc il faut renforcer aussi les coopérations en matière d'information entre les pays africains et les médias russes, médias vénézuéliens, cubains, etc., et créer quelque chose qui permet de déconstruire aussi le narratif officiel de l'Occident. On va donc revenir sur une date anniversaire. La République togolaise marque le 27 avril son 64e anniversaire d'indépendance. Et donc,
Quel est le rôle de ces événements historiques dans la société togolaise contemporaine et comment inspire-t-il les nouvelles générations selon vous ? Vous savez, là, vous évoquez un sujet très sensible qui me tient à cœur. Il s'agit du Togo, de mon pays. Je ne peux pas parler d'indépendance, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de saluer, parce que je sais qu'ils sont nombreux, très nombreux à nous écouter, à écouter votre émission. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'indépendance au Togo. Ce n'est pas une indépendance, on parle de date d'anniversaire d'indépendance. Le Togo est un État où la colonisation continue actuellement. Ce n'est pas un État indépendant, c'est un État intendant, avec à la tête un gardien de camp de concentration, une même famille depuis 60 ans, la famille Gnassingbé, qui dirige ce pays dans une violence, avec des crimes contre l'humanité, assassinats, emprisonnement des politiques. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas rentrer au Togo. Les autorités ne veulent pas que je puisse rentrer dans mon pays. Alors aujourd'hui, en parlant de ça, de date d'anniversaire, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un coup d'État constitutionnel qui vient de se dérouler au Togo, où le régime a décidé de modifier la constitution de 92 pour passer en régime parlementaire, à quelques mois des élections présidentielles, sans consulter le peuple togolais, la jeunesse togolaise. Donc, en ce moment au Togo, les gens n'ont pas la tête à faire la fête pour une histoire d'anniversaire d'indépendance, et je ne dirais pas que ça joue un rôle crucial, que ce soit au Togo ou dans la sous-région, parce que tout le monde a compris qu'au Togo, il n'y a pas d'indépendance et que c'est un camp de concentration, une prison à ciel ouvert dirigée par un monsieur, mais en réalité, c'est l'Élysée qui a le pouvoir au Togo, et que l'objectif aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Togolais veulent se libérer, veulent libérer leur pays. Les Togolais aspirent à faire comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, mais on constate qu'il y a des puissances toujours les mêmes, les États-Unis, la France, qui soutiennent Faure Gnassingbé au pouvoir après l'assassinat, d'ailleurs, puisque vous parlez d'anniversaire, du seul président légitime au Togo, Sylvanus Olympio, assassiné à l'ambassade américaine par des éléments togolais, français, sur demande à l'époque de la France et des États-Unis. Donc, le cœur des Togolais aujourd'hui est très sombre, et nous appelons à la solidarité du monde entier, surtout des médias. Il faut donner plus la parole, parler de ce qui se passe au Togo pour permettre à ce peuple de se libérer. On va rappeler à nos auditeurs que vous êtes un homme de terrain, vous visitez de nombreux pays africains. Quelle est la vision des gens que vous rencontrez sur la Russie ? La vision des gens aujourd'hui a totalement changé. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand on entend Russie, c'est les armes, Kalachnikov, la mafia. Vous voyez, la propagande hollywoodienne ou dans les films, le méchant, c'est toujours la Russie. Quand on dit Russie, c'est les ours, etc. Mais en Russie, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, les gens ont compris que la Russie, surtout en Afrique, moi je parle de l'Afrique, le peuple africain se sent plus proche aujourd'hui du peuple russe, de la Russie, que du monde occidental. Pourquoi ? Parce que dans la culture russe, les traditions en Russie, il y a des similitudes avec le peuple chez nous. La famille, tout ce que défend les valeurs que prône la Russie, etc. On se sent dedans. Donc, grâce aussi, on va dire, à l'opération spéciale en Ukraine et la lumière qui s'est focalisée, braquée sur la Russie, et la diabolisation soudaine des médias occidentaux de la Russie, provoque l'effet inverse. Aujourd'hui, vous publiez un article venu d'un média comme BBC ou France 24 ou RFI qui critique la Russie. Je vous invite à aller regarder les commentaires et vous allez comprendre que les gens se sont éveillés aujourd'hui. Il y a une prise de conscience. La vision aujourd'hui que les gens ont envers la Russie, c'est la Russie qui se bat pour un monde multipolaire, la Russie qui aide des pays africains à se libérer, sécuriser leur pays et apporter
comment dire, la stabilité aussi dans le monde, malgré la propagande qui tente de faire passer la Russie pour tout ce qu'on pense. Mais cela, même en France, en Europe, l'opinion des populations a carrément changé. Et c'est pour cette raison qu'ils censurent l'opinion des populations, qu'ils ne veulent pas que les gens écoutent ou disent la vérité. Alors on censure les médias ou des chaînes d'information comme nos chaînes, etc., en disant que nous remettons en cause la propagande, le narratif de l'OTAN, de l'Europe et des États-Unis. Et vous avez donc parlé de cette vision sur la Russie, mais ces mêmes personnes, que vous ont-elles dit sur la coopération entre Moscou et le continent africain ? La coopération entre Moscou et le continent africain est très appréciée. Ils nous disent, quand vous êtes en Russie, tout d'abord saluez le président Poutine et dites au président Poutine que nous souhaitons que la Russie puisse renforcer sa coopération avec le continent africain, les pays africains en matière, par exemple, de souveraineté sanitaire, d'aider ces pays aussi à peut-être développer leurs propres satellites, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème lié à la communication en Afrique. Les entreprises sont toutes dirigées par encore des Français, etc. Donc, ils nous disent que nous souhaitons que la Russie propose encore plus et nous sommes prêts à accueillir tant que il y a un respect gagnant-gagnant, parce que je tiens à le préciser que les Africains ne recherchent pas un nouveau maître ni un nouveau colonisateur. Contrairement à ce que propage la presse occidentale, etc., la Russie n'est pas en train de coloniser l'Afrique, elle n'est pas un pays impérialiste en Afrique. La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique, elle a toujours aidé, depuis les luttes indépendantistes, les pays africains à se libérer. Entre-temps, elle a eu ses propres problèmes à régler, c'est tout à fait normal, et maintenant elle est de retour, que ce soit politiquement, diplomatiquement, militairement, aux côtés de ses alliés africains, et nous espérons que ça continue. Dans le Sahel, les États membres de l'AES ont commencé à lancer récemment des opérations conjointes pour lutter contre le terrorisme. Quelle est votre analyse sur ce sujet ? Déjà, je dirais que c'est une bonne chose. De se mettre ensemble comme ils sont en train de le faire pour lutter contre le terrorisme. Cependant, nous disons qu'il faut prendre en compte aussi d'autres facteurs. Aujourd'hui, les pays africains, notamment de l'AES, il faut le dire que on ne peut pas lutter contre le terrorisme seulement avec les armes et militairement parlant. Il faut mettre en place, par exemple, des actions sociales. Il faut impliquer les populations, les villageois dans les villages, les coins où le terrorisme frappe. Il faut sensibiliser les populations. C'est aussi une question d'éducation à ce sujet, sur c'est quoi le terrorisme. Il faut demander aux populations, même quand ils sont à table, de parler aux enfants à la maison, c'est quoi le terrorisme, comment prévenir le terrorisme, comment lutter contre le terrorisme. Ensuite, maintenant, il faut que les États de l'AES puissent connecter, c'est ce que nous appelons à la LDN1, il faut mettre en place l'union entre les militaires et les civils, l'union militaro-civile, où les populations auront confiance aux militaires. Dès qu'il y a quelque chose, ils peuvent les signaler directement aux autorités. Et aussi, surtout, il faut renforcer la capacité des services de renseignement et de contre-espionnage. Aujourd'hui, si vous prenez le cas de l'AES, on nous annonce toujours, et nous saluons cela, lutter contre le terrorisme. Mais on ne prévient toujours pas ce terrorisme. Moi, j'aimerais aussi que les autorités de l'AES, par exemple, toute personne, exemple, qui héberge un terroriste, qui donne à manger à un terroriste, qui est au courant ou qui discute avec un terroriste, doit être arrêté, jugé. Il faut associer aussi le volet judiciaire à la lutte contre le terrorisme. Si ces personnes sont coupables, il faut les condamner. Et ça, c'est aussi le travail des services de renseignement, du contre-espionnage,
qui aujourd'hui fait un peu défaut, je peux le dire, dans nos pays, parce que nos services de renseignement etc. sont toujours liés à la France. Donc c'est la France, les services de la DGSI ou la DGSE qui doivent fournir de l'information, des renseignements aux États africains pour leur dire ici il y a des terroristes. Alors il faut devenir souverain en matière de renseignement, et je pense que conjugué aux autres efforts militaires, etc., la lutte contre le terrorisme peut produire encore plus de résultats qu'actuellement. Je vais terminer par une dernière question. Quel message souhaiteriez-vous adresser à la jeunesse africaine qui nous écoute? Le message que j'adresse à la jeunesse africaine, tout d'abord leur dire que la révolution est en marche. Il faut s'armer idéologiquement, surtout être patriote, garder en tête que cette lutte, nous sommes condamnés à la gagner, que la marche arrière est cassée, on ne peut plus reculer en arrière, et tout ce que nous avons à faire, c'est de foncer. Ne vous posez pas la question, quand vous allez écouter cette émission, en tant que Togolais, en tant que Béninois, en tant que Malien, Burkinabé, qu'est-ce que mon pays fait pour moi? Mais dites-vous, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Et surtout qu'il n'existe pas de libérateur. Personne ne viendra ni de Moscou, ni de Russie, ni de Cuba, ni d'Iran pour vous libérer. Le peuple se libère par lui-même, et c'est à la jeunesse de se libérer elle-même, et c'est ce qu'elle fait déjà, et il faut continuer. Merci à vous. Merci.